Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Barbeau-Livet, une histoire française plutôt récente. En mars 2013, le corps d'Anne Barbeau est retrouvé dans le coffre de sa voiture, complètement calciné. Toute la communauté est sous le choc, et le mode opératoire ressemble étrangement à une exécution. Vous allez voir, même si le sujet semble plutôt classique, c'est le mobile du crime qui va en faire son originalité. Mais avant de vous raconter toute l'histoire, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Nextory. Vous commencez à le connaître, je pense, mais pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, je vais rapidement vous expliquer le concept. Nextory, c'est une application disponible sur téléphone, tablette et ordinateur qui vous permet d'accéder à tous les formats de lecture possibles, livres, audiobooks, BD, presse, séries audio originales. C'est d'ailleurs la seule application en France à réunir tous ces formats. Il y en a pour tous les goûts et peu importe que vous soyez de grands lecteurs ou des consommateurs plus occasionnels, vous trouverez forcément votre bonheur. Ce que je trouve super avec Nextory, c'est que vous pouvez trouver tous les styles, le catalogue est immense, vous avez plus de 250 000 titres à disposition, de la littérature classique, des romans de divertissement, des polars, des BD, des guides pratiques, bref, il y a vraiment de tout sur Nextory. Alors vous vous doutez bien que ma catégorie chouchou, c'est la catégorie polar. D'ailleurs, j'ai pu découvrir le livre de Ronan Folgoas sur l'affaire Jubillar, et vraiment je vous le recommande puisqu'il est hyper complet. Il faut savoir que Ronan Folgoas, qui est journaliste au service police-justice du Parisien, a passé plus d'1 an à mener l'enquête sur place, à rencontrer tous les protagonistes de cette affaire, notamment Cédric Jubillar. Donc c'est vraiment un livre qui regorge de détails. Moi j'ai appris énormément parce qu'en fait l'affaire Jubillar, je la connaissais de loin, mais là on entre dans ses moindres recoins. Et ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il y a un effort constant de neutralité. Moi vous savez que je trouve ça ultra important vu qu'en plus c'est une affaire en cours. Donc c'est pas un livre qui va être à charge contre quelqu'un, c'est une recherche de la vérité pure, c'est factuel, c'est riche en infos. Bref, c'est vraiment tout ce que j'aime en true crime et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Alors si vous aussi vous avez envie de découvrir le mystère Jubillar et Nextory, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos pour bénéficier de 45 jours d'abonnement offert sur la plateforme. Voilà, merci encore à Nextory de m'avoir à nouveau fait confiance. Et maintenant, sans plus attendre, on va passer au sujet du jour. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes dans le petit village de Vrit, près d'Angers, en Loire-Atlantique. Le 16 mars 2013, comme à leur habitude, les employés du Super U s'activent pour préparer l'ouverture du magasin. Il est 7h30 du matin et les collègues d'Anne Barbeau commencent à s'inquiéter. L'hôtesse de caisse, très ponctuelle d'habitude, n'est toujours pas là. Ça ne lui ressemble pas, elle a quasiment jamais manqué un jour de travail en 10 ans et elle prévient toujours son employeur en cas d'absence. On commence à se demander est-ce qu'elle aurait pu avoir un problème sur la route. Les collègues d'Anne appellent alors son mari, Didier Barbeau, mais problème, il est injoignable. 2 d'entre elles décident donc de se rendre à leur ferme pour vérifier que tout va bien. Arrivées sur place, elles sont d'abord rassurées, Didier Barbeau est là, il leur ouvre et il leur dit que sa femme a bien quitté leur domicile juste après le petit déjeuner ce matin-là. Lorsqu'il apprend qu'elle ne s'est pas présentée à son travail, Didier panique. Il signale immédiatement la disparition de sa femme, ce qui est pris très au sérieux. Anne Barbeau est déclarée portée disparue le jour même. Les gendarmes de la section de recherche d'Angers se rendent sur place, dans la commune de Vrit, et l'enquête débute. On le sait, dans un cas de disparition, les premières 24 heures sont précieuses et il faut agir rapidement. Dans cette petite commune soudée de 700 habitants, tout le monde se mobilise pour retrouver Anne saine et sauve. Avec l'aide de ses amis, Didier cartographie toute la région pour faciliter le travail de recherche.
Il est d'autant plus inquiet qu'il a senti que sa femme traversait une période de vulnérabilité ces derniers mois et il craint qu'elle n'ait mis fin à ses jours. Lui et ses proches se rendent ensemble dans tous les endroits où Anne a l'habitude d'aller dans l'espoir de trouver une piste, mais en vain. Dans les jours qui suivent, une marche blanche est organisée par Didier Barbeau et réunit quasiment tous les habitants de Vright. À cette occasion, ils se rendent même jusqu'à la gendarmerie pour exiger des réponses à leurs questions. Que font les enquêteurs? Qu'est-il arrivé à Anne? Où est-elle? Et Didier se montre insistant, presque agressif, probablement parce qu'il est paniqué et qu'il ne se sent pas suffisamment intégré à l'enquête. Tous ont l'espoir de la retrouver en vie et Didier Barbeau lance des appels à témoins à l'occasion d'interviews données à Télé Nantes, la chaîne d'information locale. Malheureusement, le 28 mars 2013, soit 10 jours après la disparition d'Anne, une sinistre découverte met fin à leurs espoirs. Une voiture calcinée est retrouvée par un jogger dans une forêt avoisinante. La carcasse automobile a tellement brûlé qu'il est presque difficile pour les enquêteurs de déterminer son modèle, mais les plaques du véhicule sont intactes et ils apprennent que c'est une voiture immatriculée au nom d'Anne Blin, épouse Barbeau. Leur pire crainte se confirme quand dans le coffre, ils découvrent un corps entièrement brûlé. L'autopsie révélera 48 heures plus tard que la victime est bel et bien Anne Barbeau et l'absence de fumée dans les poumons suggère qu'elle était déjà morte au moment où on a mis le feu au véhicule. Pour les enquêteurs, ça ressemble à une exécution et le crime semble avoir été commis par un professionnel. Il faut dire que la découverte d'une guêtre et d'un chéquier appartenant à Anne quelques jours plus tôt les avait déjà conduits à envisager la piste criminelle. En effet, si Anne était bien partie au volant de sa voiture le matin de sa disparition, pourquoi ces objets auraient-ils été abandonnés dans un champ à quelques centaines de mètres de son domicile? Est-ce qu'elle a été attaquée sur le chemin du travail? Ou bien est-ce que ces indices ont été placés là pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste? Le village entier est sous le choc. Qui pourrait bien en vouloir à cette femme joviale et sans histoire? Originaire de la région, Anne était appréciée de tous. Ses anciens collègues se souviennent d'une personne sérieuse et motivée. Elle travaillait comme hôtesse de caisse dans le Super U du coin depuis près de 10 ans et elle était même devenue responsable de rayon. Anne touchait vraiment à tout et a été perçue comme une employée modèle par ses patrons. Elle formait aussi un couple solide avec Didier Barbeau qu'elle avait rencontré alors qu'elle avait à peine 18 ans. D'après leurs amis, les époux étaient complices et se soutenaient à travers les épreuves de la vie qui n'a pas été tendre avec eux puisque ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Malgré tout, dans l'ensemble, Anne semblait heureuse, elle s'épanouissait à la fois dans son travail et dans son couple. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'Anne rêvait d'être mère et qu'elle souffrait énormément de cette situation. Elle s'était même confiée à sa collègue Guylaine en lui disant « Les autres y arrivent et pas moi, je suis bonne à rien ». Après plusieurs fausses couches, la chance avait semblé enfin sourire au couple en 2006. Anne tombe enceinte, le couple est aux anges, mais ces 9 mois de bonheur vont se terminer par un drame. La petite Félicie ne survit pas à l'accouchement. Anne est dévastée, elle sombre alors dans une profonde dépression et se sent responsable de la tragédie. Didier, lui, se mure dans un silence total. Leurs amis décrivent cette période comme une véritable descente aux enfers pour le couple. Les Barbeau tentent malgré tout de se reconstruire, entourés par leurs proches. Anne refuse d'abandonner son rêve de devenir maman et les époux entament de longues procédures d'adoption. Vous le savez sûrement, mais adopter un enfant, c'est un processus qui est vraiment très compliqué en France. Mais Anne et Didier n'abandonnent pas. En 2012, leur demande est enfin acceptée et ils obtiennent l'agrément pour adopter un enfant. Le couple reprend goût à la vie et se prépare à accueillir un petit garçon. C'est donc dans un état d'esprit plutôt positif qu'Anne disparaît ce matin du 16 mars 2013, quelques semaines tout juste avant la date fixée pour l'adoption. Pendant plusieurs mois, l'enquête piétine, les gendarmes ont très peu de pistes et encore moins de réponses à apporter aux proches d'Anne. Pourtant, le 25 mai 2013, un événement inattendu va faire basculer l'enquête. Didier Barbeau se rend à l'endroit où le corps de sa femme a été retrouvé et tente de mettre fin à ses jours en avalant des barbituriques et en respirant les gaz d'échappement de sa voiture. Pour ses proches, ce geste ne lui ressemble pas, c'est un producteur de lait qui a repris l'exploitation familiale alors qu'il n'avait que 18 ans et il est connu pour être un battant. Il ne rechigne jamais devant la charge de travail à accomplir, mais il sait aussi profiter de la vie, il fait très souvent la fête avec les autres agriculteurs de son village.
Mais on peut se dire que la mort d'Anne l'a vraisemblablement plongé dans un immense chagrin et c'est probablement ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable. Heureusement pour lui, il va être secouru par sa voisine, Stéphanie Livet. Ce jour-là, elle s'inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles et elle court chercher Laurence, une amie du couple Barbeau, pour la prévenir. Stéphanie est paniquée, elle est persuadée que Didier est parti se suicider dans le bois où la voiture calcinée de sa femme a été retrouvée 2 mois plus tôt. Les 2 femmes partent alors en voiture et heureusement, elles parviennent à retrouver Didier à temps pour le sauver. Sauf qu'après coup, le comportement de Stéphanie interroge Laurence. Comment a-t-elle pu savoir exactement où se rendre dans la forêt alors qu'elle n'est pas supposée connaître l'endroit ? Encouragée par ses amis, Laurence prend alors la décision de signaler ce fait étrange aux gendarmes. Suite à ces révélations, les enquêteurs prennent la décision de mener des investigations téléphoniques sur les téléphones de Didier et de Stéphanie Livet. Ils découvrent alors que les téléphones de Stéphanie et d'Anne Barbeau ont déclenché le même relais le soir du 15 mars 2013 aux environs de minuit 30. Et cette borne, elle est située juste à côté de la forêt où on a découvert le corps de la victime. Ces analyses téléphoniques leur apprennent aussi que Didier Barbeau et Stéphanie Livet ont échangé plus de 50 SMS le 15 septembre 2013, mais que leur communication s'est brutalement arrêtée le lendemain, soit le jour du signalement de la disparition d'Anne. Alors comment interpréter tout ça ? Est-ce que Stéphanie et Didier avaient une liaison ? Et si Stéphanie avait été jalouse d'Anne au point de vouloir s'en débarrasser ? D'autres éléments deviennent encore plus troublants. En effet, les gendarmes viennent tout juste de recevoir les résultats d'un rapport conduit par un expert alimentaire qui ont éveillé leurs soupçons parce que, selon lui, l'analyse du bol alimentaire d'Anne Barbeau, c'est-à-dire le contenu de son estomac, est incompatible avec un petit déjeuner à 7h du matin. Autrement dit, les restes alimentaires identifiés suggèrent que le dernier repas d'Anne, c'était son dîner, la veille au soir de sa disparition. La version donnée par Didier selon laquelle sa femme serait partie le matin du 16 mars 2013 après son petit déjeuner est donc en totale contradiction avec ces nouveaux éléments. Anne Barbeau est décédée bien avant 7h du matin. Malgré les preuves qui commencent à s'accumuler, les gendarmes restent prudents, ils ont besoin de plus d'éléments avant de procéder à une éventuelle arrestation. Ils décident de mettre Didier Barbeau et Stéphanie Livet sous écoute, ce qui leur permet rapidement de valider leurs doutes sur la nature de leur relation. Ça fait en fait plusieurs années que Didier et Stéphanie entretiennent une liaison. Tout aurait commencé au moment de l'emménagement de Stéphanie Livet et de sa famille dans une propriété qui était située à moins de 2 km de la ferme des Barbeau. Elle se serait rapprochée progressivement du couple au point de devenir presque envahissante, selon les dires d'Anne Barbeau. Le 26 novembre 2013, Didier Barbeau et Stéphanie Livet sont interpellés séparément. Aucun des deux ne sait que l'autre est en garde à vue. Et là, c'est une véritable course contre la montre qui débute. Les enquêteurs ont 48 heures pour obtenir des aveux. Parce que oui, en France, une garde à vue ne peut pas durer plus longtemps. Il faut donc obtenir des réponses rapidement. Leur premier objectif est de faire avouer aux 2 suspects qu'ils étaient bien amants, ce qui ne va pas être simple. Parce que lors de sa première audition, Didier Barbeau nie tout en bloc. Il affirme aimer sa femme et être incapable de la tromper. Mais pour les gendarmes, le refus de Didier Barbeau d'avouer cette liaison valide leur théorie. Ils en sont convaincus, c'est cette liaison qui est au centre de l'enquête. Au même moment, Stéphanie Livet est elle aussi interrogée par les gendarmes. Après de nombreuses heures passées en garde à vue, Stéphanie Livet et Didier Barbeau sont épuisés et les gendarmes savent qu'il va falloir les pousser dans leur dernier retranchement pour obtenir des aveux. À bout, ils admettent enfin avoir entretenu une relation pendant plusieurs années. Le fait qu'ils craquent est perçu comme une brèche par les gendarmes. Ils savent que maintenant qu'ils ont commencé à admettre la vérité, le reste sera plus facile à obtenir. Alors les enquêteurs révèlent à Didier que l'analyse du contenu de l'estomac de sa femme a prouvé qu'elle avait été tuée entre 20 minutes et 2 heures après son dîner. Didier Barbeau sait qu'il est démasqué et finit par tout avouer. Et d'un autre côté, sur les conseils de son avocate, Stéphanie Livet, qui avait jusqu'à ce moment-là rejeté toute la faute sur Didier, fait de même. Grâce à leurs aveux, les gendarmes parviennent à reconstituer les événements qui se sont déroulés la nuit du meurtre d'Anne Barbeau. Les 2 amants qui étaient en communication depuis plusieurs jours afin de s'assurer de la bonne réussite de leur plan livrent un récit glaçant. Le 15 mars, chez les Barbeau,
après le dîner, les plombs sautent. La maison est plongée dans le noir. Didier s'est enfermé dans la salle de bain et prétexte de ne pas pouvoir sortir tout de suite pour s'assurer qu'Anne se rende seule au garage où se trouve le disjoncteur. Anne, qui a pourtant très peur du noir, doit donc descendre toute seule, mais lorsqu'elle arrive dans le garage, elle réalise qu'elle n'est pas seule. Devant elle, elle distingue une silhouette dans la pénombre et elle appelle Didier à l'aide. Il finit par la rejoindre, mais lui assène un coup de bûche à l'arrière du crâne. Choquée, elle lui demande ce qui lui prend. Elle réalise alors que la mystérieuse silhouette n'est autre que sa voisine, Stéphanie Livet. C'est elle qui a coupé la lumière afin d'attirer Anne dans le garage. Elle n'a pas le temps de s'enfuir, Didier la frappe violemment à la tête une deuxième fois et la pauvre femme s'écroule. La suite est plus confuse. C'est Stéphanie Livet qui l'aurait achevée en l'étranglant avec une cordelette. Le supplice d'Anne a été long, très long. Il faudra près de 20 minutes pour qu'elle rende son dernier souffle. Parce que contrairement à ce qu'on voit dans les films, étrangler quelqu'un jusqu'à la mort, c'est vraiment difficile et long. Ça demande de maintenir une pression pendant de longues minutes. C'est donc très physique pour l'agresseur et particulièrement sadique pour la victime qui va tenter de reprendre sa respiration à de nombreuses reprises. Mais revenons-en aux aveux de Didier et Stéphanie. Après avoir assassiné Anne, ils ont chargé son corps dans le coffre de sa propre voiture. Ils ont pris la direction de la forêt ensemble, Didier au volant de la voiture de sa femme et Stéphanie qui était dans sa voiture à elle. Selon Stéphanie, Didier aurait mis le feu au véhicule seul pendant qu'elle l'attendait plus loin. Et d'après Didier Barbeau, c'est Stéphanie qui aurait suggéré de mettre le feu à la voiture d'Anne afin d'effacer toutes les preuves. Il y a aussi un autre détail perturbant que je vous ai pas révélé pendant toute la durée du crime, que ce soit l'assassinat à la maison des Barbeau et l'incendie de la voiture dans la forêt. Le dernier fils de Stéphanie, un bébé alors âgé d'environ 2 ans, était assis à l'arrière de la voiture de sa maman. Je pense que ça vaut le coup qu'on s'attarde un petit peu sur le mode opératoire parce qu'il est quand même assez particulier. Souvent dans un crime impliquant 2 personnes, il y a toujours un des deux qui va être plus acteur et l'autre spectateur. Or là, on constate que Didier et Stéphanie ont tous les deux participé au meurtre. C'est Didier qui a frappé Anne plusieurs fois avec la bûche, mais c'est Anne qui l'a achevée en l'étranglant avec une cordelette. Et ils ont donc tous les deux été actifs et c'est plutôt rare que les deux soient à un niveau d'implication égal. Par contre, lors de son interrogatoire, Stéphanie affirme qu'elle a pris la décision d'étrangler Stéphanie sur le moment, sans préméditation, seulement après que Didier ait dit elle est pas morte. Donc en réalité, c'est difficile de savoir s'ils avaient prévu que Didier agisse seul ou non. Il est possible qu'il se soit imaginé qu'Anne mourrait après les coups de bûche et que Stéphanie, quand elle se rend compte que ça ne sera pas suffisant, ait décidé de passer à l'action pour s'assurer que Didier ne fasse pas marche arrière. Avant de passer à la suite, je vais vous parler un petit peu plus en détail de Stéphanie Livet. Elle avait 37 ans au moment du meurtre, elle est née en 1975 à Châteaubriand. Son enfance n'est pas malheureuse mais est quand même marquée par un père alcoolique qui avait des accès de violence. Elle s'est sentie délaissée aussi parce que elle était l'enfant du milieu dans une fratrie de 3. C'était pas facile d'être la deuxième, c'est vrai que je me suis sentie un peu abandonnée. À l'école, c'est une jeune fille en difficulté, elle n'a pas eu son brevet des collèges et elle a poursuivi en BEP service à la personne dans le seul lycée qui l'a accepté. C'est donc une personnalité qui est marquée par un sentiment de rejet qui la poursuivra toute sa vie. Par la suite, elle travaille comme aide-soignante. À 15 ans, elle rencontre Sébastien qui deviendra son mari, avec qui elle aura 3 enfants. Cette relation, elle en parle comme quelque chose d'extrêmement douloureux et violent. Je l'aimais, il m'a fait du chantage en me disant que si je voulais rester avec lui, il fallait que j'aie des rapports sexuels avec lui. J'avais à peine 18 ans. J'avais peur de le perdre, donc je me suis soumise à lui. C'était quelqu'un qui me laissait tomber, puis revenait vers moi. Un jour, il m'a prise par le cou, m'a emmenée jusqu'à la chambre et m'a jetée sur le lit. Il m'a dit que c'était de ma faute s'il s'était énervé. Cette relation qui va durer presque 20 ans est restée, selon les dires de Stéphanie, violente tout du long. J'essayais de me défendre, mais il me disait que si je partais, il me tuerait. Il tuerait mes enfants. Pour lui, je n'étais rien.
C'est probablement à cause de ce contexte que Stéphanie Livet se rapproche de son voisin Didier Barbeau en 2010. Elle cherche un homme plus doux, aimant, et c'est le cas de Didier, il est attentionné, il lui offre des petits cadeaux. Donc en septembre 2010, ils entament une liaison. Mais c'est un drame qui va réellement les rapprocher. Le 21 décembre 2012, la fille de Stéphanie décède des suites d'une lourde pathologie cardiaque. Elle avait 10 ans. Stéphanie se serait alors beaucoup confiée au couple Barbeau, qui avait eux aussi vécu une épreuve similaire lorsque leur petite était décédée à l'accouchement quelques années plus tôt. Didier et Stéphanie partagent désormais la même douleur, celle de la perte d'un enfant. C'est à partir de ce moment-là que Stéphanie Livet semble avoir développé une forme d'obsession pour Didier. Elle est extrêmement amoureuse de lui, au point de venir avec sa voiture près de la ferme des Barbeau pour les observer avec des jumelles, comme l'ont raconté plusieurs témoins. Lors de sa garde à vue, l'enquêtrice qui a questionné Stéphanie se souvient, elle était très détachée du sujet de l'assassinat et semble avoir de fortes tendances dépressives. Par contre, son visage s'éclaire dès que le nom de Didier Barbeau est évoqué. À l'issue de leurs interrogatoires, Didier et Stéphanie sont arrêtés et placés en détention provisoire. Le procès a débuté le 14 janvier 2016, soit près de 3 ans après le crime. Il n'a duré que 10 jours et n'a pas été très compliqué dans la mesure où les deux accusés ont plaidé coupables. Didier Barbeau a écopé d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat et Stéphanie Livet, elle, de 25 ans. Ils ont été condamnés pour assassinat et non pour meurtre parce que pour la cour, la préméditation ne faisait aucun doute. Il y avait énormément d'éléments qui prouvent que les amants avaient un plan bien ficelé. Premièrement, la coupure de courant pour attirer Anne au garage. C'est pas sorti de nulle part. Le chéquier d'Anne déposé au bord de la route, pas loin de la ferme, pour tenter de faire croire à une agression. Aussi les nombreux SMS échangés par Didier et Stéphanie le jour du meurtre. Et enfin, un dîner entre amis organisé par Didier quelques jours avant le crime pour essayer de faire croire que lui et Anne filaient le parfait amour. Bref, ça fait beaucoup de preuves qui vont dans le sens de la préméditation. Ni Didier Barbeau ni Stéphanie Livet n'ont fait appel de cette condamnation. Le verdict est donc final. Mais ce procès est aussi l'occasion pour l'accusation de dresser un portrait psychologique de Didier Barbeau un petit peu plus complet. Il est né le 2 septembre 1973 près d'Angers, en Loire-Atlantique. Il a grandi et vécu toute sa vie dans la région. À 18 ans, comme je vous le disais, il se met à travailler comme agriculteur dans l'exploitation laitière de son père, qu'il reprend. Et ses proches le décrivent comme quelqu'un de calme, timide et bosseur. Lorsqu'il rencontre Anne en 1992 à un bal disco, ils ont tous les deux 18 ans et c'est la première fois qu'ils ont une relation sérieuse. Ils sont chacun la première expérience sexuelle de l'autre. Ensemble, ils forment un couple solide, en tout cas au départ. Mais les difficultés qu'ils rencontrent par la suite pour agrandir la famille les pèsent. Anne rêve depuis toujours d'être mère et Didier lui aussi partage cette envie, mais on va voir juste après, c'est un petit peu différent pour lui. Les Barbeau vont tenter par tous les moyens d'avoir un enfant pendant presque 20 ans, de façon naturelle, en faisant des fives, puis finalement en se tournant vers l'adoption. Mais au moment où ils allaient enfin accueillir un petit garçon adoptif, Didier semble avoir changé d'avis. Plusieurs témoins rapportent que si Anne semble radieuse, lui a l'air préoccupé. En fait, ce que voulait réellement Didier Barbeau, c'était avoir un enfant naturel, un descendant qui partagerait son sang, qui continuerait sa lignée. Selon Stéphanie Livet, Didier Barbeau ne voulait plus adopter, il préférait avoir un fils naturel. Il allait adopter pour avoir un enfant et faire comme tout le monde. On peut donc imaginer qu'il a vu en Stéphanie la possibilité d'avoir cet enfant naturel qu'il désirait tant, tandis qu'il estimait que ce ne serait jamais possible avec Anne. On sait aussi que Didier Barbeau est un homme qui attache une très grande importance à l'image qu'il renvoie. Lors de sa garde à vue, il aurait en effet demandé aux gendarmes comment se déroule un procès en cour d'assises parce qu'il voulait s'assurer qu'il n'aurait pas à faire face à la famille de sa femme. Difficile de dire si c'est parce qu'il a des remords et qu'il ressent de la culpabilité ou non. Didier Barbeau refusait également de divorcer, il était vraiment catégorique à ce sujet, jamais il ne quitterait Anne. Alors bien sûr, on peut se dire qu'il y avait des petites motivations financières au meurtre, puisque l'exploitation laitière appartenait en partie à Anne, mais il y avait encore une fois ce même objectif de préserver son image. Et pour Didier, on ne divorce pas, personne dans sa famille ne l'a fait, et il a même dit à ce propos en parlant de ses parents « Je les tue avec cette histoire, c'est la honte,
pas en parlant du meurtre, mais en parlant de la potentialité de divorcer. Donc on voit bien que c'était vraiment un homme très préoccupé par les apparences et la relation qu'il entretenait avec Stéphanie Livet était extrêmement secrète. Ils étaient très prudents quand ils se voyaient parce que Didier voulait à tout prix éviter que sa femme découvre la vérité. Alors qu'est-ce qui a pu pousser les deux amants à éliminer Anne d'une manière aussi brutale? Pourquoi en arriver à une solution aussi extrême? En ce qui concerne Didier, on l'a vu, le refus de divorcer a joué un rôle important. En plus de ça, le meurtre arrive à un moment où Anne et lui s'apprêtaient à accueillir leur fils adoptif à la maison. On en a déjà parlé, mais l'idée d'avoir un enfant qui ne partageait pas son sang était très difficile à accepter pour Didier. Et puis du côté de Stéphanie, elle était non seulement endeuillée par la perte de Morgane, sa fille, mais également éperdument amoureuse de Didier. Et comme ce dernier ne voulait pas divorcer, il se peut qu'elle ait vu le meurtre d'Anne comme la seule solution. Elle voulait construire sa vie avec Didier et Anne, c'était finalement le seul obstacle à ses souhaits. Et puis il y a aussi le flou autour de l'identité du père du fils de Stéphanie, Noah. Elle aurait volontairement laissé Didier penser que son dernier fils pourrait être le sien. Lors du procès, d'ailleurs, la présidente de la cour d'assises a même demandé à Didier si ça avait pu le pousser à supprimer son épouse plutôt que sa maîtresse, ce à quoi il a répondu « ça a dû avoir une importance, les enfants, c'était tout pour moi ». Le souci de Didier Barbeau avec la paternité est vraiment, en tout cas je pense, un élément central dans cette histoire, mais c'est peut-être aussi sa rencontre avec Stéphanie qui a scellé le destin d'Anne. L'avocate de Stéphanie Livet a d'ailleurs déclaré « il y a une interaction entre ces deux personnages, je pense que l'un sans l'autre, rien ne se serait passé, ils vont fantasmer un futur ». Pour Stéphanie, un futur avec l'homme qu'elle aime, qu'elle idolâtre même, et pour Didier, un futur où il pourrait enfin réaliser son souhait d'avoir de vrais descendants, des enfants biologiques. C'est assez rare de voir un mobile comme ça chez les criminels. Didier Barbeau ne présente pas de gros troubles de la personnalité, c'est pas une personne psychotique qui est passée à l'acte dans un accès de rage. Il n'y avait pas de problème particulier dans son mariage, et s'il avait pu avoir un enfant avec sa femme, on peut imaginer qu'il n'aurait pas entamé une relation extra-conjugale, et surtout que le meurtre d'Anne n'aurait probablement pas eu lieu. Didier Barbeau et Stéphanie Livet, que la presse a surnommés les amants diaboliques, se sont mariés en 2022, alors qu'ils sont toujours incarcérés dans la même prison de Bapaume, dans le Pas-de-Calais. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Si jamais vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire et même à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient ma chaîne. Merci encore à Nextory d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour profiter de 45 jours d'abonnement offert sur la plateforme. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't give up now, because I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my ear those 3 words